Mes chers amis, vous aviez éveillé ma curiosité, et là vous captez mon attention. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré au transfert thermique. Pour introduire cette vidéo, observons la photo suivante qui représente une jeune fille au bord d'une piscine. Faisons l'hypothèse que la température de l'eau et celle de l'air soient identiques et égales à 20 degrés Celsius. D'après vous, est-ce que la fille va, avec son corps, remarquer ce fait ou aura-t-elle la sensation que l'eau est plus fraîche que l'air? Dit autrement, est-ce que notre corps peut nous servir de thermomètre? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord définir ce que sont les transferts thermiques, puis nous verrons un premier transfert thermique qu'on appelle le rayonnement thermique, et enfin nous verrons les deux autres que sont la convection et le rayonnement. Avant de parler des transferts thermiques, nous allons faire un petit rappel sur ce qu'est la température. Et nous allons nous poser la question suivante, que mesure la température? Donc pour répondre à cette question, je vous fais apparaître ici trois schémas qui représentent le mouvement des particules qui constituent la matière selon l'état. Ici vous avez l'état gazeux, l'état liquide et l'état solide. À l'état gazeux, les particules sont quasiment libres. Elles vont avoir des mouvements de translation dans l'espace qui leur est offert. Par contre, à l'état liquide, les particules vont être fortement liées entre elles. Elles vont pouvoir temporairement se détacher et se réattacher ailleurs. C'est pour ça que les liquides peuvent s'écouler, contrairement aux solides. Et on voit ici la représentation du mouvement, par exemple, d'une molécule ici. Et on voit qu'elle a pu se déplacer jusque-là, etc. À l'état solide, par contre, là, les molécules, les particules vont être figées. C'est-à-dire qu'elles auront une position bien définie qu'elles ne pourront jamais quitter. Mais par contre, on voit bien qu'elles aussi, elles vont avoir un mouvement d'oscillation, de vibration autour de leur position d'équilibre. Donc, quel que soit l'état dans lequel se trouve la matière, les particules qui constituent la matière ont un mouvement. Et en fait, la température va être une mesure de ce mouvement. Ici, je vous ai fait apparaître le mouvement à 3 Kelvin, puis à une température de 13 Kelvin. Donc, on voit que quand la température augmente, ce mouvement est plus important. Donc, pour résumer, la température, c'est une mesure de l'agitation des constituants de la matière. Et son unité dans le système international, c'est le Kelvin, noté K majuscule. Cependant, vous savez tous que dans le langage courant, on va plutôt utiliser comme unité pour la température le degré Celsius. Donc, comment passe-t-on des degrés Celsius au Kelvin? En fait, il s'agit d'une simple translation. Lorsque vous avez une température exprimée en degrés Celsius, il suffit de rajouter une constante 273 et on obtient la température exprimée en Kelvin. Donc une autre façon de le dire, c'est représenter les deux échelles de température sur un même axe. Donc au-dessus, vous avez la température exprimée en Kelvin. Donc 0 Kelvin correspond à moins 273 degrés Celsius et 273 Kelvin vont correspondre à 0 degrés Celsius. Que se passe-t-il lorsque l'on met en contact deux systèmes? Alors on appelle système en thermodynamique toute masse de matière à laquelle on va s'intéresser. Par exemple, un kilogramme d'eau peut être un système. Imaginons que nous ayons à notre disposition deux systèmes, un système A caractérisé par sa température TA et un système B caractérisé par sa température TB. Donc nous les mettons en contact et nous faisons l'hypothèse que TA est supérieur à TB. À ce moment-là, on constate qu'il y a un transfert d'énergie qu'on appelle transfert thermique ou chaleur du corps chaud vers le corps le plus froid, le système B. On peut interpréter ce transfert thermique par une homogénéisation des agitations thermiques des deux systèmes. En effet, TA étant plus grand que TB, ici l'agitation thermique va être supérieure à celle du système B. Et bien, tant que l'agitation thermique du système A est plus grande que TB, l'énergie va circuler de là à là jusqu'à ce que, donc là l'énergie va être perdue, donc l'agitation va diminuer, la température va diminuer, et là l'agitation va augmenter, donc la température va augmenter jusqu'à ce que les deux systèmes aient la même agitation, donc la même température, et à ce moment-là, le transfert thermique va s'arrêter. Donc voilà, ça résume ce que je viens de vous dire. On a un transfert tant que les températures sont différentes. Une fois que les températures sont identiques, le transfert s'arrête. On dit qu'on est en équilibre thermique et l'échange se fait toujours du corps chaud, celui qui a une agitation thermique la plus grande, vers le corps froid, celui qui a une agitation thermique la plus petite. Alors ensuite, je vais vous parler de grandeurs utilisées dans les transferts thermiques. La première grandeur, donc celle dont on vient de parler, le transfert thermique ou chaleur, que l'on note Q. Donc ça, c'est de l'énergie. Donc
donc ça va s'exprimer en joules. Ensuite, on peut exprimer aussi la puissance thermique, que l'on note parfois flux thermique. En fait, c'est le rapport de la chaleur divisée par la durée par laquelle on l'observe. On va parler ici de débit d'énergie, donc son unité sera le watt ou joule par seconde. Et ensuite, on peut utiliser aussi ce qu'on appelle la puissance surfacique. Donc ça va être la puissance de débit d'énergie d'un objet qui transfère la chaleur ramenée à une surface de 1 mètre carré du système. Donc c'est une puissance par unité de surface qui va s'exprimer en watts par mètre carré. Quels sont les différents modes de transfert de l'énergie thermique? On en recense 3 que je vais vous décrire à travers ce dessin où l'on voit ici un feu de bois. Alors le premier, c'est le rayonnement. Si vous mettez vos mains à peu près au même niveau que le feu, vous allez sentir qu'une puissance thermique, en fait, il s'agit d'ondes électromagnétiques qui vont être émises par la partie chaude de la combustion du bois et que vous allez ressentir avec vos mains. Ensuite, si vous placez vos mains au-dessus des flammes, là, vous allez sentir un courant d'air chaud. C'est ce qu'on appelle la convection. La convection agit sur les fluides. Le fluide au contact d'une source de chaleur va voir sa masse volumique diminuer et donc le fluide va s'élever. Et donc les mains là ressentent ce mouvement d'air chaud. Ensuite, le troisième, c'est ce qu'on appelle la conduction. La conduction, elle va avoir lieu que dans les solides. Donc imaginons que vous approchiez une barre métallique de la partie chaude ici, donc des flammes. Donc les flammes vont chauffer directement l'extrémité gauche de la barre métallique et dans le métal ici, il va y avoir une transmission de la puissance thermique de proche en proche jusqu'à l'autre extrémité de la barre métallique. Comment l'énergie thermique est-elle transférée par rayonnement? Donc pour répondre à cette question, nous allons imaginer la situation suivante. On est en hiver. Vous voyez ici la neige, donc on va considérer que dehors l'air est relativement froid, disons moins 10 degrés. Et par contre ici nous avons une véranda, donc nous pouvons aller ici et grâce à la baie vitrée, nous n'allons pas avoir froid. Alors non pas que la baie vitrée nous isole du froid, mais parce que le soleil va chauffer donc l'intérieur de la baie vitrée et donc la puissance thermique que produit le soleil va être véhiculée jusqu'ici par rayonnement thermique. Concrètement, il faut retenir que tout corps, notamment le soleil, va émettre un rayonnement thermique qui va pouvoir se propager dans le vide, c'est ce qu'il y a entre le soleil et la terre, mais aussi dans la matière, par exemple l'atmosphère terrestre, ou traverser du verre, ou traverser une petite épaisseur de liquide comme de l'eau. Et ce rayonnement thermique, en fait, c'est une onde électromagnétique qui va transporter une certaine puissance thermique. Donc là, je vous ai fait apparaître le spectre des ondes électromagnétiques. Ici, vous avez les ondes de très courte longueur d'onde, qui sont ionisants, on les a vus lorsqu'on a vu la radioactivité. Donc on retrouve ici les rayons gamma, les rayons X lorsqu'on fait une radio, les ultraviolets qui vont déclencher les coups de soleil, le visible, puis l'infrarouge. Et en fait, ce sont la zone des infrarouges et du visible qui constituent ce qu'on appelle le rayonnement thermique. Comment exprime-t-on la puissance thermique échangée par rayonnement? Alors imaginons que vous ayez un objet métallique et qu'on l'ait tellement chauffé que l'on va pouvoir voir avec nos yeux, donc il va émettre un rayonnement thermique dans le visible. Ici la photo vous montre un objet qui est vu jaune-orangé. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que cette température est suffisamment élevée, environ 2000 Kelvin, pour pouvoir avoir cette couleur-là. Imaginons que l'on continue à chauffer l'objet et que sa température atteint à peu près 3000 Kelvin, donc là il serait entièrement jaune. Si on continue à chauffer, vous voyez, 5000 Kelvin, il va devenir tout blanc. Et à 9000 Kelvin, le blanc va tendre vers du bleu clair. Donc vous voyez que plus la température est élevée, plus le rayonnement qui va être émis va se décaler du jaune vers le... Mais nous là, ce qu'on cherche à voir, c'est comment est-ce qu'à partir de la température, on pourrait calculer sa puissance émise par rayonnement. Deux scientifiques, Stefan et Boltzmann, ont établi cette relation-là, disant que la puissance surfacique émise par un corps est proportionnelle à la température du corps, exprimée en Kelvin, à la puissance 4. Je vous fais apparaître ici les unités. Donc la température en Kelvin, la puissance surfacique en watts par mètre carré et le coefficient de proportionnalité qu'on appelle la constante de Stefan Boltzmann qui vaut 5,67 10 8 watts fois mètre moins 2 fois Kelvin moins 4. Donc là, vous voyez, c'est la représentation. Alors, cette formule est valable pour ce qu'on appelle le corps noir. C'est la courbe que vous voyez en noir ici. Alors, une fois qu'on a cette puissance surfacique, on va pouvoir calculer la puissance tout court en multipliant I
par la surface du corps qui émet donc cette puissance par rayonnement. Qu'est-ce que l'albédo que l'on notera avec la lettre grecque alpha? En fait, ça va être une grandeur qui va nous caractériser la surface d'un objet, et cette grandeur n'a pas d'unité. Imaginons une surface quelconque, soumise à une puissance surfacique incidente. Alors, une partie de la puissance surfacique incidente va être diffusée, l'autre partie va être absorbée. L'albédo est défini ainsi, c'est la puissance surfacique diffusée divisée par la puissance surfacique incidente. Dit autrement, c'est la proportion de la puissance incidente qui est diffusée. Plus l'albédo sera élevé, plus la surface va diffuser la puissance surfacique reçue. Alors je vais prendre les deux cas extrêmes. Si une surface diffuse 0% de la puissance incidente, donc dit autrement si elle absorbe tout, là on va avoir un albédo nul. Et c'est le cas, je le citais tout à l'heure rapidement, du corps noir. Le corps noir va tout absorber, rien diffuser. De l'autre côté, si une surface absorbe rien mais diffuse tout, son albédo va être égal à 1. Alors concrètement, au niveau de la Terre, ça correspond aux océans, aux forêts très denses, donc très sombres, et ça va correspondre à la glace, au pôle Nord, au pôle Sud. Qu'est-ce que l'effet de serre? Pour répondre à cette question, nous allons nous appuyer sur le schéma suivant, où on voit ici le Soleil. Donc le Soleil va émettre une certaine puissance surfacique qu'on va appeler incidente, et qui va arriver jusqu'à l'atmosphère terrestre. Au niveau de l'atmosphère terrestre, une partie de cette puissance surfacique va être diffusée, une autre partie va être diffusée au niveau de la Terre, ici, et le reste va être absorbé par la Terre. Une fois que cette puissance surfacique est absorbée, la Terre, de par sa température, va émettre à son tour un rayonnement thermique, mais cette fois-ci il sera différent, il sera dans le domaine des infrarouges. Ensuite, vous voyez ici la bande blanche, donc là ça représente les gaz à effet de serre. Donc quelles sont les molécules qui participent à cet effet de serre? Il y en a principalement 5, c'est la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote et l'ozone. En fait, ces molécules qui constituent le gaz à effet de serre vont jouer le rôle d'un filtre, c'est-à-dire qu'elles vont laisser passer quasiment intégralement le rayonnement issu du Soleil, on va l'appeler le rayonnement visible, et par contre, elles vont absorber le rayonnement émis par la Terre dans le domaine de l'infrarouge. Alors pourquoi cette différence? Pour l'expliquer, je vais appuyer sur les températures des deux corps. La température à la surface du Soleil, c'est environ 5500 degrés Celsius. Donc voici le spectre des ondes émises par le Soleil. Donc on représente donc ici plus ou moins la puissance surfacique de chaque longueur d'onde en fonction de la longueur d'onde. Donc on obtient ce spectre-là. Vous voyez qu'il est centré au domaine visible, on va dire. C'est pour ça que le Soleil est vu blanc lorsqu'il est en pleine journée. Et donc ce rayonnement-là, il est relativement énergétique. C'est pour ça qu'il va passer sans problème cette bande de gaz à effet de serre. Par contre, la Terre, qui elle, a une température de surface d'environ 15 degrés, elle, va avoir un spectre qui va être décalé à droite. Vous voyez ici, on retrouve le domaine du visible, là, il est très très fin par rapport à là. Donc là, on est décalé sur la droite, il est centré dans le domaine des infrarouges. Donc ce rayonnement-là va être beaucoup moins énergétique. Et donc lui, il va interagir avec les molécules qui constituent les gaz à effet de serre. Et donc une grande partie va être absorbée par ces molécules-là, puis réémise, soit à l'extérieur de l'atmosphère, soit en direction de la Terre. À cause de l'effet de serre, la température de la Terre va pouvoir être relativement élevée, 15 degrés. Sans l'effet de serre, on aurait une température moyenne de la Terre de moins 18 degrés. Donc grâce à l'effet de serre, la vie a pu se développer sur la Terre. Cependant, à l'heure actuelle, on a constaté que l'homme, de par ses activités, notamment la production de dioxyde de carbone et de méthane, a augmenté donc cet effet de serre et donc est en train de faire augmenter légèrement la température de la Terre. Comment effectuer un bilan thermique radiactif? Alors pour expliquer le principe, je vais présenter une expérience où l'on va étudier un système. Vous voyez, c'est la surface noire que vous voyez ici, dont on va suivre la température au cours du temps. Alors ce système, il va être placé sur un matériau isolant thermiquement pour empêcher le transfert thermique par conduction, et il va être surmonté par une cloche en verre pour empêcher le transfert thermique par convection avec l'air qui viendrait ici au contact de l'objet. Et la cloche est en verre pour laisser passer le rayonnement thermique issu du Soleil. Donc le seul moyen d'échanger puissance thermique entre notre système et l'extérieur, ça va être par rayonnement. Le Soleil va générer une certaine puissance surfacique incidente. Lorsque cette puissance surfacique arrive à notre objet, on va considérer que son albédo vaut 0, donc toute
la puissance surfacique va être absorbée, rien ne va être diffusé. Comme l'objet aura une certaine température, à un moment donné, il va émettre un rayonnement, donc c'est la puissance surfacique émise. Alors voici la courbe que l'on obtient si on trace la température du système au cours du temps. Donc il y a deux temps. D'abord, la température va passer de 30 degrés à température initiale jusqu'à 80 degrés, donc il y a une augmentation de la température. Et à partir d'ici, vous voyez, la température va être maintenue constante. Alors si on analyse la partie où la température est constante, si la température est constante, ça signifie que tout ce qui a été émis est égal à tout ce qui a été reçu. Donc la puissance incidente est égale à la puissance émise, rien n'est gardé par l'objet et ainsi la température reste constante. Par contre, lors de la première phase, la température augmente. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'une partie de la puissance incidente n'est pas émise, elle va être conservée par le matériau et ainsi sa température va augmenter. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que lorsqu'on fera des bilans radiatifs, et en général on le fera lorsque la température est constante, et à ce moment-là, il y a une conséquence, c'est-à-dire si la température est constante, c'est que la puissance surfacique qui arrive ou qui entre est égale à la puissance surfacique qui sort. I incidente égale I émise. Comment l'énergie thermique est-elle transférée par convection? Pour répondre à cette question, imaginons que l'on ait une pièce d'une maison, d'un appartement, avec ici un convecteur électrique, c'est-à-dire c'est une source de chaleur qui permet de chauffer la pièce. Imaginons que l'on prenne en photo cette pièce avec une caméra thermique. La caméra thermique permet de déterminer la température des objets et aussi de l'air qui est présent dans la pièce. Et voilà ce qu'on obtiendrait, une photographie donc en infrarouge. Donc en bleu, nous avons de l'air qui est relativement froid, qui au contact du convecteur va se réchauffer, passer de 19 à 27 degrés. Alors cet air chaud va s'élever. Pourquoi? En fait, au contact de cette chaleur, l'air va se dilater, c'est-à-dire que sa masse volumique va diminuer et donc par le principe d'Archimède, l'air va s'élever. Une fois en haut de la pièce, ici à 27 degrés, l'air va se refroidir, il va redescendre et passer ici à 23, puis à 19 et ainsi revenir au niveau du convecteur. Donc on a ce qu'on appelle ici un mouvement convectif et c'est ça la convection thermique. Qu'on peut résumer en disant que la convection c'est un transfert thermique par mouvement macroscopique d'un fluide. Ce mouvement est dû à une différence de masse volumique dans le fluide qui est causée par une différence de température. Je vais vous montrer la relation qui permet de calculer la puissance thermique échangée par convection. Imaginons ici que nous ayons un solide à la température TS et ici un fluide, par exemple de l'air ou de l'eau, à la température TF. On fait l'hypothèse que le solide a une température supérieure au fluide, donc il va y avoir une puissance thermique par convection qui va être échangée entre le solide et le fluide, du chaud vers le froid. Et voilà l'expression de cette puissance thermique, c'est la différence de température entre le solide et le fluide, que multiplie la surface du solide au contact du fluide, que multiplie un coefficient qu'on appelle le coefficient de convection, et son unité sera des watts par mètre carré et par Kelvin. Et S s'exprime en mètre carré, c'est la surface d'échange du solide. Comment l'énergie thermique est-elle transférée par conduction? Pour répondre à cette question, nous allons imaginer l'expérience suivante. Nous avons ici une barre métallique dont nous allons mettre une des extrémités au contact d'une flamme d'un bec Bunsen. Donc cette extrémité va être portée à haute température et l'autre extrémité va être maintenue dans l'air qui va maintenir cette température aux alentours des 20 degrés, la température de l'air de la pièce. Donc dans cette barre métallique va avoir lieu un transfert thermique par conduction. Donc, concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans la barre métallique? Donc l'extrémité au contact de la source de chaleur va voir donc les constituants de la matière, donc les atomes, s'agiter. La température va augmenter, les atomes vont de plus en plus s'agiter. Mais cette agitation va se propager de proche en proche dans la barre métallique jusqu'à l'autre extrémité. Donc cette petite animation là vous montre le principe. Donc en résumé, on peut dire que la conduction thermique est un transfert thermique par transmission microscopique de l'agitation moléculaire et de proche en proche. Donc là j'ai surligné microscopique, ou mis en gras plutôt, par opposition à macroscopique pour la convection. La convection c'est un mouvement d'ensemble d'un fluide, tandis que là c'est une vibration microscopique qui est transmise de proche en proche. Alors il faut savoir que la conduction va être observée uniquement dans les solides, non pas parce qu'elle n'a pas lieu dans les fluides, mais parce qu'en fait elle sera masquée par la convection dans les fluides. Comment exprime-t-on la puissance thermique échangée par conduction? Alors reprenons l'expérience qu'on a vue juste avant, avec
la flamme d'un bec benzène, une barre métallique qui va être le lieu d'une transfert par conduction. Voilà donc l'expression de cette puissance transmise par conduction. On va retrouver donc les deux températures extrêmes de la barre, T1 et T2, ici. Après, vous allez avoir ici un coefficient, donc la lettre lambda, qui va caractériser le matériau qui conduit la puissance thermique par conduction. On appelle ça la conductivité thermique. Elle sera d'autant plus grande que le métaux sera un bon conducteur thermique. Si nous avons un isolant, le lambda sera tout petit. S, c'est ce qu'on appelle la section de la barre, ou la surface à travers laquelle la puissance thermique passe. Et E, c'est la longueur de la barre, ou l'épaisseur d'un matériau, nous allons le voir juste après. Alors une autre façon d'exprimer cette puissance thermique, c'est ainsi. C'est-à-dire on laisse l'écart de température et on remplace ce qui est devant la parenthèse là par 1 sur RTH. Et RTH, on appelle ça la résistance thermique. Alors son unité, vous voyez, si j'avais exprimé l'unité de 1 sur RTH, j'aurais eu des watts par Kelvin. Et comme RTH c'est l'inverse, j'ai des Kelvin par watt. Quelle est la signification de la résistance thermique? D'abord, je donne son expression ici. Et donc maintenant, je vais l'appliquer, cette formule, à deux matériaux utilisés lors de la construction de maisons, le parpaing et la brique. Je vais donner les caractéristiques des deux matériaux, leur épaisseur. Donc, vous voyez ici, ce sera cette distance-là, donc 20 cm pour le parpaing, et cette distance-là, 30 cm pour la brique. Et je vous donne la conductivité thermique des deux matériaux, donc le parpaing, du fait des grandes alvéoles ici, et un isolant, mais pas top. Il a 0,9 watts par mètre et par Kelvin. La brique, avec ses petites alvéoles, va permettre d'avoir une conductivité plus petite, donc être un meilleur isolant. Et ensuite, je vais calculer la résistance thermique, sauf que je vais prendre pour S une valeur de 1 et juste faire l'opération E sur lambda. Donc pour le parpaing, j'obtiens 0,22 et pour la brique 2,6. Dit autrement, la brique est un matériau qui permettra de mieux isoler une maison que le parpaing parce que sa résistance thermique est plus importante. Conclusion, plus la résistance thermique d'un matériau est grande, plus le matériau est un bon isolant thermique. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante: est-ce qu'on peut se servir de son corps comme d'un thermomètre? Alors pour répondre à cette question, nous allons imaginer les deux expériences suivantes. La première, on place des morceaux de coton et une barre d'aluminium dans un réfrigérateur où la température est maintenue à 10 degrés Celsius. Nous allons toucher ces deux objets et la sensation que nous allons avoir, c'est que la barre d'aluminium nous semblera plus froide que les morceaux de coton. De la même façon, si je fais une deuxième expérience, où cette fois-ci, je mets ces deux mêmes objets dans un four à une température de 50 degrés Celsius, lorsque je vais toucher ces deux objets, j'aurai l'impression que la barre métallique est plus chaude que les morceaux de coton. Alors comment interpréter ces sensations-là? En fait, ce qui se passe, notre corps a une température constante de 37 degrés. Donc si je mets ma main au contact d'un objet à 10 degrés, il va y avoir un échange thermique entre le corps le plus chaud, donc ma main, et le corps le plus froid, donc les objets. Cette fois-ci, maintenant, si je touche un objet qui est à 50 degrés, cette fois-ci, c'est l'objet à 50 degrés qui va réchauffer la main. Donc ce que ressent notre corps, notre main lorsqu'on touche un objet, c'est la puissance thermique échangée entre la main et l'objet. Et cette puissance thermique va dépendre du matériau. Ici, la barre d'aluminium a une meilleure conductivité thermique que les morceaux de coton, donc la puissance thermique échangée sera plus importante et c'est ce que l'on ressent lorsqu'on touche quelque chose de froid. En fait, lui va nous sembler plus froid que le coton parce que ça conduit mieux la chaleur, et là la barre métallique d'aluminium nous semblait plus chaude parce qu'elle conduit mieux la chaleur. Ainsi, un thermomètre, pour qu'il puisse fonctionner, doit avoir sa partie sensible qui pourra s'adapter, donc sa température va pouvoir varier pour s'adapter au milieu dans lequel on va lui faire mesurer la température. Ça, c'est ce qu'on appelle un thermomètre. Et le corps humain, c'est tout le contraire, puisque sa température est constante. Donc ce qu'il va ressentir, c'est la puissance thermique échangée entre la main et l'objet, mais ce n'est pas du tout un thermomètre, c'est ce qu'on appelle un thermostat. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. Une dernière chose, docteur. Quoi encore? Il est de coutume ici dans le Sud, lorsqu'on vient de conclure un accord, que les deux parties se serrent la main.